Manger, cuisiner, cultiver, faire goûter, ça y est, ça commence. Le goût avant tout, épisode 9. Manger équilibré, c'est bon pour la santé, avec Agnès, diététicienne à Durtal. Oui, c'est ça. Enchantée, c'est moi. Bonjour. Cherchez la première porte à droite. Ouais. Ah oui, non, ici, c'est vrai que c'est pas très explicite. Mais... Enchantée, allez-y. On mange parfois debout dans sa voiture, en moins de 10 minutes parce qu'on n'a pas le temps le midi au travail. Et en fait, c'est bien dommage parce que c'est le temps qui fait qu'on arrive à bien gérer les quantités. En fait, il n'y a que le corps qui sait où il en est et quand est-ce qu'il a plus faim. La qualité de ce qu'on mange est importante pour l'apport nutritionnel, en fait, tous les bénéfices que ça va avoir sur le corps. Quand on parle d'équilibre alimentaire, on se dit qu'il faut manger un petit peu de tout, réduire les produits très sucrés et ou très gras, et surtout ne pas se priver sur les fruits et les légumes. De saison bien sûr. Plus facile à dire qu'à faire quand on n'est pas fan des légumes, quand on a des gros besoins énergétiques à couvrir parce qu'on est très sportif ou ado en pleine croissance, ou juste parce qu'on a une fine bouche un peu difficile. Il n'y a pas d'aliments interdits, mais quand même des recommandations qui peuvent faire la différence. Parce qu'avoir une alimentation saine et bien équilibrée, c'est vraiment bon pour la santé. Alors aujourd'hui, on va aller parler bon et mauvais gras, repères, astuces et plaisir de manger avec Agnès Serbel, diététicienne à Durtal. Bienvenue à vous dans Le goût avant tout, épisode 9. Alors, qu'est-ce que c'est que l'équilibre alimentaire ? Alors, c'est déjà le fait de couvrir les besoins du corps, qui sont premièrement des besoins physiologiques, c'est-à-dire des besoins en énergie. Et cette énergie, elle est donnée par des calories qu'apporte l'alimentation. Donc des calories, c'est-à-dire des macronutriments, tout ce qui est de l'ordre des protéines, des lipides, des glucides, donc du gras, du sucre et des protéines qu'on retrouve dans la viande, le poisson, les œufs. On a aussi les micronutriments qui sont les vitamines, les minéraux, et on va aussi avoir besoin de fibres. Tout ça, déjà, c'est les besoins primaires du corps dont il a besoin pour bien fonctionner et qu'on soit en bonne santé. Et donc, l'équilibre alimentaire, c'est couvrir ses besoins en quantité. Forcément, manger du gras en excès, c'est pas forcément bon. Du sucre en excès, c'est pas forcément bon. Pourtant, c'est pas interdit, mais c'est manger de manière raisonnable. Et puis manger en qualité aussi. La qualité de ce qu'on mange est importante pour l'apport nutritionnel, en fait, tous les bénéfices que ça va avoir sur le corps. Donc voilà, quand on combine tout ça, la qualité, la quantité, en tout cas les proportions de ce qu'on mange, on arrive à assurer l'équilibre alimentaire. Bien sûr, c'est adaptable en fonction de chacun, parce que oui, il existe des recommandations, des chiffres qui sont standards, mais c'est en fonction de ses propres moyens, de sa culture, de ses habitudes, de ses goûts, de ses besoins, etc. Donc c'est ça aussi l'équilibre alimentaire, c'est savoir s'approprier de la manière la plus optimale ce dont le corps a besoin en fait. Alors en termes de qualité nutritionnelle, bien sûr l'idée c'est de favoriser déjà les produits les plus bruts possibles, c'est-à-dire les moins transformés, les moins industrialisés. Pourquoi ? Parce qu'en fait plus un aliment sera transformé, moins encore une fois il sera bénéfique pour la santé, moins il aura de bénéfices, c'est-à-dire de vitamines, de minéraux. Et plus un aliment est industrialisé, plus on a de risques d'y trouver du sel, du sucre ajouté, du gras de mauvaise qualité, des additifs, des conservateurs, etc. qu'on ne retrouverait pas si on choisit des produits les plus simples, les plus basiques, les plus bruts en fait. Par exemple, un fruit ou un légume de saison produit localement aura plus de chances d'apporter des vitamines, des minéraux, plutôt qu'une tomate qui a fait le tour du monde, qui n'est pas consommée à la bonne saison, etc. Donc ça aussi, c'est la qualité des aliments. Alors, les repères, ils ont évolué depuis certaines années. On n'est plus à dire manger tant de fruits et légumes, telle quantité de viande, telle quantité de poisson, mais plutôt dire qu'il faut être, chaque petit pas compte, qu'il faut faire de son mieux. Après, oui, forcément, les aliments sucrés, les aliments salés,
sont plutôt à consommer de manière raisonnable, à limiter. Au contraire des fruits et des légumes, forcément, en consommer tous les jours, c'est forcément plus intéressant puisque ce sera source de fibres, vitamines et minéraux. On a les légumes secs aussi qui sont remis au goût du jour de plus en plus et ça s'entend parce qu'en fait ils sont de très bonne qualité, ils sont source de fibres, de protéines et c'est aussi une bonne alternative à la viande, au poisson, donc c'est aussi bon pour la planète. Il y a aussi tout ce qui est fruits à coque qui sont source de bons gras en fait. Parce que du gras il en faut, mais encore une fois c'est la qualité qui importe. Il y a ce qu'on appelle le mauvais gras qui va favoriser les maladies cardiovasculaires, le cholestérol. Ce mauvais gras, c'est surtout les acides gras saturés par exemple qu'on retrouve dans la crème fraîche, le beurre, la charcuterie. Mais il y a tout le gras, les oméga 3, les oméga 6, les oméga 9 qu'on va retrouver dans les huiles, ces fameux fruits à coque ou encore les poissons gras. Tout ça, c'est des aliments de très bonne qualité. Après, de toute façon, tant qu'on favorisera le fait maison, les produits simples, bruts, déjà, on assure déjà une bonne qualité nutritionnelle. Et puis, le but, effectivement, c'est de varier tout ce qu'on mange. C'est la base, varier son alimentation. Alors déjà, il est important de se dire que rien n'est à supprimer. En soi, aucun aliment ne fait maigrir, aucun aliment ne fait grossir. Il faut voir ça vraiment sur la durée, sur l'ensemble de ce qu'on mange. Alors, il n'y a rien d'interdit et il n'y a pas d'aliment miracle non plus. Après, c'est ce que je disais aussi précédemment, tout ce qui est aliments salés, aliments sources de mauvais gras. Donc là, par exemple, l'exemple type, c'est la charcuterie. Non seulement c'est salé, mais en plus, c'est du mauvais gras, entre guillemets, des acides gras saturés. Tout ce qui va être produit sucré, les sodas, les bonbons, toutes les confiseries, forcément, c'est source de sucre et avec peu d'autres bénéfices nutritionnels à côté. Et puis tout ce qui est produit transformé, ultra transformé, tout ce qui est industrialisé, en fait, déjà préparé dans le commerce, là aussi c'est moins intéressant sur le plan nutritionnel. Donc c'est pas des aliments interdits, mais plutôt plaisir ou qui peuvent dépanner, bien sûr. La charcuterie, ça peut être un moment de convivialité entre amis, bien sûr, c'est pas à supprimer, mais plutôt à consommer de manière plus occasionnelle. Ce qu'on a un peu perdu, c'est ces sensations alimentaires. Reconnaître sa satiété, le moment où on n'a plus faim, ou en tout cas plus envie de manger. En fait, on est dans une société où on ne prend plus le temps. On n'a plus le temps, y compris pour manger. On mange parfois debout dans sa voiture, en moins de 10 minutes parce qu'on n'a pas le temps le midi au travail. Et en fait, c'est bien dommage parce que c'est le temps qui fait qu'on arrive à bien gérer les quantités. En fait, il n'y a que le corps qui sait où il en est et quand est-ce qu'il a plus faim. Donc, prendre son temps, c'est-à-dire, je dirais, 20 à 30 minutes par repas, et plutôt 30 que 20, si possible, c'est le minimum pour atteindre vraiment la sensation de rassasiement, de satiété, et savoir que voilà, on a suffisamment mangé, et ça, c'est vraiment très propre à chacun, parce que ça dépend de ses dépenses. Donc quelqu'un qui fait du sport, qui est très actif, n'aura pas les mêmes dépenses que quelqu'un qui est plutôt sédentaire, que ce soit en termes d'activité physique, mais aussi dans son travail. On peut ne pas faire de sport, mais avoir un travail qui nécessite beaucoup de dépenses. Ça peut être en fonction de l'âge, bien sûr. Un enfant en pleine croissance n'a pas les mêmes besoins qu'une personne âgée. Donc ça, c'est très propre à chacun et c'est pour ça que je ne peux pas vraiment donner de chiffres. Mais en tout cas, les sensations alimentaires feront déjà une bonne part du travail. Se resservir, oui, tout en quand même veillant à leur apporter un équilibre alimentaire et en veillant aux conditions dans lesquelles ils mangent. C'est-à-dire que devant un écran, par exemple, ça ne sera pas la manière la plus optimale pour qu'ils ressentent justement la satiété. Donc il faut les encourager à se resservir si vraiment ils en ressentent l'envie, mais en tout cas à prendre leur temps pour manger, bien mastiquer aussi, ça c'est important. Et si possible, limiter les écrans, surtout en mangeant, quoi. Ça, ce sera voilà, les conditions, je dirais, minimales réunies pour qu'ils mangent simplement à leur faim, quoi.
Ça ne veut pas dire cuisiner et passer des heures en cuisine. Juste avoir une alimentation variée, si possible avoir des aliments qui soient source de protéines, source de sucre, en tout cas des produits céréaliers, des féculents, de l'énergie à long terme donc, des produits qui soient source de gras, de bons gras, donc les huiles, les fruits à coque par exemple, les poissons gras, des fruits aussi régulièrement, des produits laitiers. Si déjà au cours d'un repas on a à peu près tout ça, on a quelque chose de complet, de rassasiant, sans avoir à vraiment avoir beaucoup de techniques en cuisine, d'y passer des heures. Les boîtes de conserve, pour ça, sont une bonne alternative. Acheter ces produits, alors au naturel, dans les conserves, bien sûr, pas déjà préparés, mais les conserves sont une bonne alternative. Les produits surgelés aussi peuvent être un gain de temps, quelque chose de pratique. Et donc oui, on arrive à avoir des repas plutôt complets et équilibrés. Oui, une alimentation déséquilibrée peut engendrer des problèmes de santé. Typiquement, moi ce que je rencontre le plus souvent, étant diététicienne libérale, c'est l'obésité et le surpoids, forcément, mais aussi le diabète. Le diabète, il est lié à des excès de consommation de produits sucrés, en fait, ou en tout cas des consommations d'aliments sucrés en trop grande proportion par rapport aux autres familles d'aliments. Donc ça, c'est oui, l'obésité, le surpoids, le diabète, c'est ce qu'on rencontre vraiment, vraiment fréquemment. Après, ça peut être aussi des problèmes, des dyslipidémies, en fait, pardon. C'est-à-dire quelqu'un qui a du cholestérol, qui va avoir un taux de triglycérides trop élevé. Et ça, oui, ça peut avoir des effets secondaires à plus ou moins long terme, c'est-à-dire des pathologies digestives. Et si vraiment on va aller plus loin, sans vouloir faire peur, ça peut amener des cancers aussi, Donc oui, l'alimentation déséquilibrée, ou en tout cas de trop mauvaise qualité, peut avoir une incidence sur la santé à plus ou moins long terme. Alors, forcément, les produits sucrés, oui, plaisent aux enfants, plaisent aux ados et plaisent même à tout le monde en règle générale, parce que le sucre, il réveille en nous une sensation de plaisir, pour faire simple. Il nous fait sécréter des hormones de plaisir, de bonheur. Donc oui, forcément, on a tous une appétence au sucré, surtout chez les enfants, les ados, qui ont peut-être parfois plus de mal à contrôler ce besoin de plaisir. Donc comment est-ce qu'on fait, par exemple, avec le soda ? Alors oui, le soda, c'est une boisson plaisir qui n'aura pas forcément beaucoup d'autres bénéfices sur la santé. Donc ça, c'est typiquement quelque chose qui vaut mieux limiter. Donc pour les enfants avant 11 ans, on sera plutôt à un demi-verre par jour maximum. Verre à eau, par exemple. Et après 11 ans, quand on reste toujours sur les enfants ados, ce sera plutôt un verre par jour, si possible, maximum. C'est déjà pas mal. Alors, attention, parce que maintenant, le jus de fruits est également considéré comme un produit sucré. Avant, on le considérait comme l'équivalent d'un fruit. Maintenant, non, c'est un produit sucré au même titre que les sodas, les sirops, etc. Donc, ça rentre dans cette catégorie-là. L'idée maintenant, c'est dès le plus jeune âge, en fait, d'éduquer les enfants, de pas leur proposer systématiquement des produits sucrés. La seule boisson recommandée de toute façon de manière illimitée, c'est l'eau nature. Et en fait, plus on va leur proposer des boissons les plus simples comme l'eau, mieux ce sera. Parce qu'en fait, plus on va leur proposer de produits sucrés, plus l'appétence au sucre se développera. Donc pour s'en détacher, c'est d'autant plus difficile. C'est ça, ouais, et c'est valable pour tout le monde, tout comme le sel. Le sucre et le sel, le palais s'y habitue en fait, et donc plus on a l'habitude d'en consommer, plus on en a besoin. Donc le but, c'est d'essayer d'être vigilant là-dessus et pas trop en proposer, et non pas entretenir le goût, parce qu'on peut aussi dire, j'entends des patients qui me disent j'ai remplacé le sucre par les édulcorants. Ça entretient quand même ce goût pour le sucre. Donc, est-ce que c'est la solution ? Peut-être en termes de calories, oui, mais en termes de santé à long terme, à réfléchir. En fait, les 5 composantes en restauration collective, elles ont pour but, d'avoir un maximum de chances d'offrir à l'enfant la possibilité de manger et des légumes, et une source de protéines, et un produit laitier, et un fruit. Donc c'est à travers les 5 composantes que sont l'entrée, le plat, avec l'accompagnement, le laitage et le dessert qu'on retrouvera toutes ces chances-là, qu'il ait tous les apports nécessaires.
c'est pas forcément une obligation chez soi. En fait, par exemple, typiquement, le produit laitier, on peut très bien le mettre dans une entrée. On peut mettre quelques carrés de fromage dans une salade. On peut aussi faire une quiche où on mettra soit le lait dans la préparation, soit le fromage pour gratiner. Voilà, en fait, l'entrée déjà n'est pas forcément une obligation. On peut retrouver aussi les légumes en accompagnement de son plat. On peut retrouver aussi une source de féculents dans un dessert. On fait un gâteau à base de farine, voilà, on a notre féculent. Donc en fait, tout dépend de comment on apporte chaque famille d'aliments, tant qu'on essaye au maximum d'apporter justement ces aliments en petite quantité, voilà, chaque repas. Alors déjà, il faut avoir à l'esprit que dès la diversification alimentaire, il faut proposer à un enfant environ 10 fois minimum un aliment pour qu'il puisse s'y habituer et l'accepter. Donc voilà, faut pas hésiter à proposer plusieurs fois, même si au début c'est difficile. Alors, tout en ne forçant pas l'enfant, proposer des petites quantités, ça peut être une cuillère à café pour démarrer, qu'on proposera une fois, 2 fois, 3 fois, et puis petit à petit ça viendra, il s'y habituera, il accepte. Donc voilà, être patient mais persévérant. Et puis proposer chaque nouveau goût de manière isolée, c'est-à-dire pas dans des préparations, pas mélangées à d'autres. Au moins les premières fois, pour que vraiment il identifie ce nouveau goût et qu'il s'y habitue. Après, l'idée, c'est aussi de proposer sous différentes formes, différentes présentations. Ça peut être sous forme de purée, puis des petits morceaux, puis cru, cuit, enfin peu importe, mais changer la forme, en tout cas visuellement, que ce soit que ça lui donne l'impression d'être varié, que ça change, et voir ce qui lui convient le mieux aussi, en fonction de ce que vous proposez. Et puis, il y a aussi montrer l'exemple. Forcément, l'enfant, il va faire comme ses parents, il va vouloir imiter. Donc, forcément, les parents qui montrent l'exemple en mangeant un petit peu de tout à chaque repas, qui mangent varié, qui mangent des fruits, des légumes régulièrement, ça va aussi être la meilleure des manières d'amener son enfant à faire pareil, quoi, d'avoir les mêmes habitudes. Oui, ça marche aussi à tous âges, surtout, en tout cas, tant qu'ils ont été habitués dès le plus jeune âge, ça devrait marcher. Après, il y a d'autres astuces. Quand ils sont plus grands, c'est cuisiner avec eux, leur proposer le menu à l'avance, voir si ça leur convient, les mettre en appétit, en fait, susciter l'envie. Il y a aussi le fait d'aller faire les courses avec eux, leur faire découvrir les fruits et les légumes qui sont dans les rayons, aller chez ces producteurs, aller au marché, leur montrer d'où viennent les produits, comment ça pousse. Pourquoi pas ceux qui ont leur propre jardin, initier les enfants aussi à la production des fruits, des légumes, etc. Et ça peut susciter l'envie aussi. On revient à l'idée à proposer, en fait. Proposer plusieurs fois, même si c'est en petite quantité, et ne pas forcer. Donc, faire des pâtes, oui, mais pourquoi pas quand même proposer une petite quantité de haricots verts, même si l'enfant n'en veut pas dans l'immédiat. Le but, c'est essayer de l'habituer à ce nouveau goût, pour qu'avec le temps, ça finisse par venir. Mais vraiment en douceur, sans forcer, et en montrant l'exemple encore une fois. Mais des pâtes, oui. Après, si c'est systématique, faut quand même proposer à son enfant l'opportunité de pouvoir manger quelque chose de nouveau et plusieurs fois. Le principe du végétarisme, c'est de ne plus manger de viande, de ne plus manger de poisson. Donc on retire des aliments qui sont sources de protéines. Il nous reste toutefois les œufs. Et ce qu'il faut surtout avoir à l'esprit, c'est que même si on ne mange plus de viande, plus de poisson, on peut consommer des légumes secs, qui sont eux aussi sources de protéines. Donc ça, c'est vraiment l'alternative sur laquelle il ne faut pas hésiter, parce que c'est non seulement bon pour la planète, c'est des productions qui sont moins coûteuses et moins néfastes pour l'environnement. Donc les légumes secs, ça va être les pois chiches, pois cassés, les fèves, les haricots secs en tout genre, haricots blancs, flageolets, haricots rouges. Ça permet de varier son alimentation, ne pas manger que des œufs. Et donc ces sources de protéines, alors à condition de les combiner avec une céréale en même temps. C'est la combinaison des deux qui va faire qu'on aura l'équivalent d'une protéine animale qu'on retrouverait dans une viande ou un poisson. Mais en fait, c'est comme ça qu'on arrive à retrouver un équilibre alimentaire sans risquer les carences.
normalement. Si on n'a pas d'œufs, pas de viande, pas de poisson, pas de légumes secs, ça veut dire qu'on aura difficilement suffisamment de protéines. Les produits laitiers sont une source de protéines, mais de là à combler tous nos besoins, s'il n'y a pas ni viande, poisson, œufs, ni légumes secs, je pense que ce sera difficile d'atteindre les besoins en protéines. Après, si c'est de manière exceptionnelle, une fois dans la semaine, un repas où il n'y a pas de source de protéines, c'est pas bien grave. Mais sur le long terme, là, oui, on risque les carences, ça c'est sûr. Si j'avais des conseils vraiment très généraux à apporter, c'est que pour avoir un équilibre alimentaire, l'idée c'est d'être dans la logique en fait, de ne pas chercher à faire des choses trop complexes, d'aller au plus simple, de chercher les aliments les plus bruts, près de chez soi, qui sont accessibles selon les saisons, ne pas être strict, ne pas se forcer. C'est des habitudes qui se prennent avec le temps, de bonnes habitudes qu'on arrive à prendre vraiment petit à petit. Ça sert à rien de révolutionner tout d'un coup. Mais en tout cas, il faut être en cohérence avec soi-même, garder le plaisir de manger, et c'est comme ça qu'on y arrive. Vous avez écouté l'épisode 9 de Le goût avant tout, le podcast du projet alimentaire territorial de la communauté de communes Anjou, Loire et Sarthe. Pour aller plus loin, vous pouvez consulter le site mangerbouger.fr. Vous y trouverez toutes les recommandations nutrition santé officielles, des astuces et même des recettes. Et pour les bonnes adresses des producteurs locaux du territoire, c'est sur ccals.fr. Un grand merci à Agnès Serbel, diététicienne à Durtal et aussi au sein de l'association d'éducation à la santé du pain sur la planche.